19 h, l'heure de votre rendez-vous d'information en Bretagne. Dans cette édition, nous reviendrons sur les derniers éléments connus concernant l'accident de chasse mortel qui s'est produit hier à Goudelin dans les Côtes-d'Armor près de Guingamp. Une femme de 67 ans a succombé après avoir été blessée par un coup de feu lors d'une battue au sanglier à laquelle elle était invitée. Hausse des coûts des matières premières et augmentation des tarifs de l'énergie. L'addition s'annonce si lourde que certaines entreprises redoutent le dépôt de bilan. Reportage dans le Morbihan dans quelques minutes. Enfin, nous dresserons un état des lieux de la place des véhicules électriques dans la région. Lors de l'ouverture aujourd'hui du Mondial de l'automobile à Paris, Stellantis, anciennement PSA Peugeot Citroën, a annoncé notamment la production d'un modèle SUV électrique à l'usine de la Jeannet à Rennes. L'émotion est toujours vive à Goudelin dans les Côtes-d'Armor au lendemain d'un accident de chasse mortel. Une sexagénaire qui accompagnait une battue au sanglier a été touchée au thorax par son compagnon et n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête en flagrance pour homicide involontaire a été ouverte. Les précisions de Sylvaine Saliou et Vincent Bars. Le coup de feu a été tiré à l'entrée de ce champ. Hier matin, vers 11 h, des chasseurs préparent une battue au sanglier quand un tir retentit. Il provient de la carabine du président de la société de chasse de Goudelin, qui porte son arme sur l'épaule. Elle est dirigée vers l'arrière. Sa compagne est touchée près du cœur. Le maire de la commune s'est aussitôt rendu sur place. Il m'a tout de suite dit, c'est moi, j'ai fait une bêtise, une connerie, je ne sais pas, c'est moi qui ai fait. Et donc, voilà, du coup, je suis resté le soutenir, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, donc je suis resté le soutenir tout de suite et essayer de comprendre aussi. Voilà, et ça a été très vite, on a compris que c'était l'accident bête et stupide. La victime vivait à Goudelin depuis 7 ans, elle était britannique. Selon les dirigeants de la Fédération de chasse des Côtes-d'Armor, les battues sont des chasses encadrées. Il y en a une centaine chaque week-end en ce moment, rien que dans les Côtes-d'Armor. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Une arme portée à l'épaule ne doit pas être chargée. Ils redoutent les réactions. Que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, voilà, on va dire qu'on ramasse un peu à tous les niveaux. Donc forcément, ça ne va pas plaider pour notre cause, mais voilà, on a quand même des éléments qui permettent aujourd'hui de montrer qu'on apprend les règles de sécurité à nos chasseurs. Visiblement, il faut encore continuer dans ce sens-là pour qu'on soit irréprochable à l'avenir. L'auteur du coup de feu a été placé en garde à vue puis hospitalisé en état de choc. Des témoins ont aussi été entendus, un chasseur qui a assisté à la scène et des joggeurs présents près du champ. L'enquête confiée à la brigade de recherche de Saint-Brieuc et à l'Office français de la biodiversité est en cours. Elle devra rapidement déterminer les circonstances exactes de cet accident de chasse. Climat morose pour de nombreuses entreprises. La hausse des coûts des matières premières et de l'énergie fait planer la menace de dépôt de bilan. Reportage dans le Morbihan où petites entreprises et industriels de l'agroalimentaire en appellent à l'aide de l'État. Johan Etienne et Stéphanie Zad. Dans cette crêperie, il n'y a pas que les galettes qui chauffent, le prix de l'électricité aussi. Confronté depuis 1 an à l'inflation du prix des matières premières, ce gérant doit maintenant faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Conséquence, sa facture énergétique pourrait passer de 30 000 à 130 000 euros en 2023. De quoi remettre en question la pérennité de son entreprise. À un moment donné, si on n'arrive pas à absorber et payer nos factures d'énergie qui vont se multiplier par 4 ou 5, il y a une réelle importance sur la pérennité de l'entreprise. Et donc oui, c'est une question de survie pour l'année prochaine. Xavier étudie plusieurs pistes aujourd'hui, parmi lesquelles le travail de nuit en heures creuses pour pouvoir réaliser des économies d'énergie et tenter ainsi de sauver son entreprise et ses 15 salariés. Ça génère des coûts aussi, puisqu'on a des heures de nuit qui sont conséquentes. Donc ce sont des solutions qu'on essaie de mettre en place en interne et on espère que les pouvoirs publics et nos dirigeants puissent nous venir en aide quand même sur une sorte de plafonnement, de bouclier ou d'aide ponctuelle le temps que cette crise se passe. Les entreprises du secteur de l'agroalimentaire sont particulièrement touchées. Cité Marine, l'un des leaders français du poisson cuisiné, est un gros consommateur de gaz et d'électricité. Selon des premières simulations, la facture énergétique de l'entreprise pourrait être multipliée par 7 en 2023. Plusieurs pistes sont donc à l'étude pour surmonter cette crise. La première, c'est de négocier des augmentations tarifaires auprès de nos clients, donc de demander à nos clients, des distributeurs, de nous accompagner dans cette période difficile. Et puis le deuxième point, effectivement, c'est de bénéficier du fameux bouclier énergétique qui a été mis en place pour les entreprises
mais pour lequel nous ne pouvons pas souscrire, puisque nous ne sommes pas dans les critères d'acceptabilité de ce bouclier énergétique. Selon une enquête réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, 8% des entreprises sondées considèrent que la hausse des coûts de l'énergie va mettre en péril leur activité. 57% d'entre elles envisagent donc une hausse de leur prix. Et toujours au sujet de ces coûts qui plombent les entreprises, nous avons sollicité l'analyse du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. 3 questions à Philippe Rouault. Écoutez. C'est principalement un problème de rentabilité, voire de survie pour beaucoup d'entreprises. Finalement, il n'y a que les entreprises de services qui ne seront pas impactées dans leur rentabilité par la formidable hausse du coût de l'énergie, mais toutes les entreprises de production, que ce soit l'industrie agroalimentaire, chimique, métallurgique, sont impactées de façon incroyable avec des pourcentages d'augmentation qui sont l'ordre de plus de 600% dans les renouvellements à venir. Ceux qui sont protégés, c'est les très petites entreprises ou les entreprises très consommatrices d'énergie. Là, il y a des aides. Mais encore faut-il que ce budget énergie représente au moins 3% du chiffre d'affaires. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ce sont les PME, celles qui sont dans le segment du milieu, qui sont là très impactées et pas aidées par les aides gouvernementales. Il y a un trou dans la raquette au niveau des petites, moyennes entreprises. Alors d'abord, il faut faire connaître les aides qui ont été mises en place par le gouvernement. Il faut les faire connaître auprès des entreprises, puisque finalement, dans un sondage que l'on a fait récemment, très peu d'entreprises savent si elles sont à même d'avoir ces aides ou pas. Donc nous organisons le 28 octobre à la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, donc ça sera à Lorient, justement une réunion d'explication avec les gens d'EDF et différents acteurs pour pouvoir vraiment expliciter tout près des entreprises, au plus près des entreprises, quelles sont les aides à leur disposition. On vient d'apprendre le décès de Claude Saunier, maire de Saint-Brieuc de 1983 à 2001. Il avait 79 ans, membre du Parti socialiste. Il avait également été sénateur des Côtes-d'Armor entre 1989 et 2008 et également ancien conseiller régional et conseiller général de ce même département. En hommage, la ville de Saint-Brieuc s'apprête à mettre ses drapeaux en berne. Également dans l'actualité de ce lundi, l'ouverture à Paris du mondial de l'automobile avec des annonces de l'Elysée et du patron de Stellantis, nouveau nom de PSA Peugeot Citroën, afin d'accélérer le développement de la voiture électrique. Emmanuel Macron a réaffirmé son ambition de produire 2 millions de voitures électriques en France à l'horizon 2030. 12 modèles seront produits par Stellantis à brève échéance dans l'Hexagone, dont un SUV Citroën à l'usine de la Jeannet à Rennes. Et pour savoir où en est la Bretagne en matière de véhicules électriques, Christelle Veillard nous a rejoint. Bonsoir Christelle. L'électrique reste encore très marginal dans la région. Bonsoir Claire. En effet, en 2021, la Bretagne ne compte que 12 000 voitures électriques et à l'hydrogène, contre près de 2 millions de voitures essence et diesel. C'est ce que nous découvrons sur ce graphique qui nous montre la part de chacune des catégories de voitures en fonction de leur motorisation. Nous voyons que la part du diesel et de l'essence reste très largement prépondérante par rapport à l'électrique et aux moteurs hybrides. Malgré tout, cette transition semble incontournable désormais. Oui, car en Bretagne, comme partout en France, 2 échéances dans les années qui viennent vont révolutionner le secteur de l'automobile. La plus importante, c'est en 2035, la fin de la vente de voitures thermiques neuves et la fin de leur fabrication décidée par l'Union européenne. Nous comprenons que les constructeurs accélèrent le mouvement. L'autre échéance, elle est aussi de taille, va intervenir plus vite. Dans 3 ans, c'est la mise en place des ZFE, les zones à faible émission. En Bretagne, Rennes et Brest sont concernées, comme 43 villes en France, celles de plus de 150 000 habitants. À Rennes, elle a déjà été appliquée lors des pics de pollution, mais en 2025, ces zones deviendront permanentes. Et pour quel type de véhicules ces ZFE seront-elles autorisées? Alors dans ces zones ne pourront entrer que les véhicules avec des vignettes critères 1 et 2, c'est-à-dire des voitures essence mises en circulation depuis 2005 ou des diesels mis en circulation depuis 2010. Vous entendez bien Claire, dans 3 ans, vous ne pourrez plus rouler dans la ville de Rennes et de Brest avec une voiture de plus de 20 ans pour les moteurs essence et de plus de 15 ans pour les voitures diesel.
Les voitures plus récentes et moins polluantes sont plus nombreuses dans la région. Oui, on le voit clairement sur le graphique. Les voitures les plus récentes en jaune et en violet, qui sont aussi les moins polluantes, progressent de façon constante. Et c'est en 2018 que la proportion s'inverse entre les critères 3 en orange et les critères 2 en jaune. Les voitures anciennes régressent et celles classées en critère 1 augmentent. Le parc automobile se renouvelle progressivement au fil du temps et c'est somme toute assez logique. Et aujourd'hui, où en est-on? Aujourd'hui, la Bretagne ne se différencie pas vraiment du reste de la France. Les proportions sont quasi les mêmes partout, selon les chiffres de 2021. Les voitures critères 3 et au-delà, en orange et en marron sur le graphique, représentent plus de 34% du parc automobile en Bretagne, alors que les véhicules critères 1 et 2, les plus récentes, en violet et en jaune, sont près de 60%. Mais entendons-nous bien, il ne s'agit pas de véhicules électriques, toujours peu représentés, mais dont les coûts, il faut le dire, restent toujours assez élevés, même avec le coup de pouce supplémentaire annoncé hier par Emmanuel Macron. Merci beaucoup Christelle, et j'ajoute que vous pouvez retrouver sur notre site internet notre dossier complet sur les nouvelles zones interdites aux voitures polluantes, bretagne.france3.fr. Dans l'actualité sociale, les professionnels de la justice et de la police judiciaire unis contre la réforme de la PJ menée par le ministère de l'Intérieur. Des rassemblements professionnels ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes françaises, dont Brest et Rennes, pour dénoncer ce projet visant à placer tous les services de police à l'échelle du département sous l'autorité d'un seul directeur dépendant du préfet. Maïlène Villaverde et Bruno Van Wassenhove. Magistrats, greffiers et avocats aux côtés des officiers de police judiciaire. L'image est rare et d'autant plus forte. À la mi-journée, ils étaient 150 à 200 venus dire leur opposition au projet de réforme du ministère de l'Intérieur qui prévoit de rassembler tous les services de police sous l'autorité d'un directeur départemental. Cela signifierait pour ces manifestants la fin de la PJ, un service réputé pour ses expertises, toujours menées en collaboration avec la justice. Ce que nous craignons, c'est que la police ne soit plus totalement judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle conserve une autonomie de moyens et aussi qu'elle conserve la mission qui est la sienne, c'est-à-dire la lutte contre la délinquance organisée, ce que nous appelons le haut du spectre de la délinquance. La justice, effectivement, n'aurait plus les possibilités de demander à des services spécialisés d'intervenir et n'aurait plus la possibilité également d'exercer un contrôle effectif sur les investigations. Avec cette réforme, les nouveaux directeurs départementaux, interlocuteurs privilégiés des préfets, deviendraient les seuls décisionnaires de l'affectation des moyens humains et financiers de la PJ. Pour le monde judiciaire, c'est une atteinte grave à l'indépendance de l'institution et aux droits des citoyens. Comment ferait la défense sans pouvoir être certaine que le travail qui est fait, le travail scientifique, le travail d'investigation, est fait dans des conditions garantissant les droits de tous et de chacun. Sur des affaires de probité notamment, nous on a une crainte d'indépendance aussi des services d'investigation par rapport à ces affaires-là qui vont concerner des notables locaux, qui vont concerner potentiellement des chefs d'entreprise qui sont en relation récurrente avec les préfets, etc. Le ministre Gérald Darmanin annonce un moratoire jusqu'en décembre, puis des consultations avant la mise en place de cette réforme. Magistrats et policiers demandent quant à eux son abandon pur et simple. À moins de 3 semaines du départ de la route du Rhum, direction Saint-Malo, pour voir comment la ville s'organise avant que ne déferle une vague de spectateurs et de skippers. Au total, ce sont 138 bateaux de course qui vont s'amarrer dans les bassins. La cité malouine doit faire de la place à ces nouveaux arrivants dans l'eau comme à terre. Myriam Thiebaud et Christophe Rousseau. Un scaphandrier pour nettoyer le sas de l'Écluse. Par 10 mètres de fond, une échelle et 2 blocs de béton sont retirés de l'eau. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun encombrant, aucun pneu, déchets, des bouts même qui pourraient entraver des hélices de bateau. C'est la seule entrée, la seule sortie du port intérieur. Donc c'est vraiment l'axe névralgique pour nous, c'est l'Écluse. L'Écluse concentre ainsi toute l'attention des agents du port. En point d'orgue, l'arrivée le 25 octobre des ultimes, les géants des mers qui mesurent 23 mètres de large quand l'Écluse en fait 25. D'ici là, d'autres concurrents de la route du Rhum commencent à arriver à marée haute. Disons qu'on va avoir beaucoup de travail à partir de jeudi. Là, en début de semaine, ça va être au fur et à mesure. Et à partir de jeudi, là, ils vont se présenter. Et ils vont arriver au sas parce qu'on fait 5 heures de marée, 2h30 avant le plein, 2h30 après le plein. Et 2 marées par jour. À terre, cette voie d'accès au port et au village de la course sera fermée à la circulation, sauf pour les véhicules munis d'un laissez-passer.
Dans ce restaurant de 20 salariés, seuls 5 laissez-passer ont été délivrés. Pour le personnel, on va avoir une partie qui aura la chance de pouvoir venir en voiture, parce qu'on a quelques places dans des parkings à intramuros. Sinon, pour les autres, ils n'auront pas le droit d'utiliser leur voiture, ils vont devoir venir à pied. Le plus compliqué, ça va surtout être quand on va faire des fermetures assez tard. Laisser repartir les salariés qui ont bossé toute la journée, partir à pied dans le froid la nuit, ça c'est là que ça va être un peu moins drôle. Quant aux visiteurs, ils étaient 2,2 millions lors de la dernière route du Rhum. Ils sont invités à laisser leurs véhicules dans les parkings aux entrées de la ville, aménagés pour 3800 places. Ou bien, il leur est proposé de venir en train. Le coureur cycliste britannique Mark Cavendish, co-recordman du nombre de victoires d'étape sur le Tour de France avec Eddy Merckx, va-t-il rejoindre l'équipe bretonne BNB Hôtel KTM? L'information circule depuis la mi-journée chez nos confrères de la presse sportive. Jointe par téléphone par notre rédaction, l'équipe bretonne ne confirme pas, mais donne rendez-vous le 26 octobre pour la présentation officielle des nouvelles recrues. C'est un événement très attendu des véliplanchistes. Brest accueille cette semaine les 2e championnats du monde d'IQ Foil. Pas de course aujourd'hui, faute de vent, mais l'occasion de rencontrer les sportifs et d'en apprendre un peu plus sur cette nouvelle discipline officielle aux Jeux Olympiques de 2024. Julie Jeune-Maître, Morgane Trégouette. Ils ne naviguent plus, ils volent. Les véliplanchistes se mesurent désormais sur l'IQ Foil, une planche à voile qui décolle jusqu'à 1 mètre au-dessus de l'eau. De nouvelles sensations pour les sportifs, plus de technique aussi. C'est assez instable en l'air et donc du coup c'est à nous le bonhomme en fait de réguler tout le temps pour essayer de maintenir la meilleure hauteur de vol pour aller toujours plus vite. Avec le foil, la vitesse se démultiplie allant jusqu'à 65 km/h. Depuis 2 ans, cette nouvelle discipline a demandé beaucoup d'adaptations aux sportifs. On s'est vite rendu compte que la planche était beaucoup plus puissante et du coup on a besoin d'une très grosse puissance physique pour vraiment contrer l'effet du foil. Donc la plus grosse transformation ça a été au niveau du gabarit. Moi j'ai quasiment pris 18 kg en 2 ans. On voit sur le parking que les athlètes n'ont plus rien à voir. Donc ça on va dire c'est la partie vraiment dure de la transition. Pas d'exception pour la brestoise Lucie Belbéoc, passée à 6 repas par jour. La préparation est exigeante, mais bien nécessaire pour éviter les chutes. On a des nouveaux formats qui sont un peu plus courts et spectaculaires. Ça va plus vite, c'est un peu plus dangereux. Donc maintenant, on a des casques et des gilets d'impact obligatoires. Donc on a l'air de cosmonautes quand on se met à l'eau. Donc c'est bien différent d'avant. Et aussi, maintenant, on a le même équipement que les garçons, sauf la voile qui change. Avant, il y avait d'autres disparités. Et puis voilà, nouvelle façon de régater. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. L'IQ Foil répond sans aucun doute à la devise olympique. Comme chaque lundi soir, notre reportage en langue bretonne avec cette initiative d'un groupe de musiciens professionnels qui propose à des chanteurs amateurs de les accompagner sur scène. Le cabaret Vauban à Brest organisé ce week-end la très grande et folle nuit du karaoké. C'est du Morvad, un doiré dit Saint-Velma, 2 heures pézorboise, d'Aubert karaoké. Pépini d'Edro à Pin, Varal le Rennes, Dagana Tubou 1000 Vrudet, Gal, à Guétrevro Adel. Dao Crédit Mon, Tratout. Après, à Gavon Brau, qui en ol essaye de armer mes scrum, la magol anatomique buis, mais Davat. Beza star aux Vis et pas d'or prantadik, pegu à Guernis, ne croire vesquet d'Alice, de Force Pew, qu'on a gone, c'est son air, son iris à Vicher. D'agao d'arbija d'urze, d'avez Vara Lorraine, d'à Rona, en fait, Seni, gantude à Vest Mad à Anton. Karaoké Social Club, a zove save der bloamant, gant son aérienne de Spenarbet. Juan Ganto la cadon nol du Dagana. Med Ebn avait fait den beuzet evel juste, a hema en arzourien evit chikour, evit ma jom fait en elger, madelesus, a folle par mes mestrou.
nu och dansa till Razut era en drabenak. En drabenak. En quel nu Santom? Penkenta, mais pas Krog et au lancer quoi. Enfin, mais au lancer. Penkenta, Barler et Vestapé dans la musique à Djondé quoi. Så tydlent ne kredonke da vechu mont var a leuren a ben ar fin e tont var a leuren hag e krogon da gana hag eo dreist. Don da veza ur ganerez grunch, pe un espera den deus an du diamant gal, e korfen noz vez, e kazlod o uvre ou daoui. Un reportage de Bleuhen-Le Borgne et Catherine Aubel. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo, puis le journal national avec à la une l'exécutif face à un risque d'extension de la contestation sociale. Demain, les syndicats appellent à une mobilisation nationale pour les salaires, transport, énergie, école, fonction publique. De fortes perturbations sont attendues, notamment à la SNCF, avec un train sur 2 dans certaines régions. Demain, à 10h, retrouvez sur notre antenne l'émission Vous êtes formidable, présentée par Enfante Minte. La commune de Saint-Briac-sur-Mer sera à l'honneur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à midi et 19h. Très belle soirée à tous et à toutes.